Aladin ou la lampe merveilleuse, un conte des mille et une nuits. Enregistrement et montage effectué pour Vocalivre. Lecture par Ariane. Tyr, dans la capitale d'un royaume de la Chine, très riche et d'une vaste étendue, dont le nom ne me vient pas présentement à la mémoire, il y avait un tailleur nommé Mustapha, sans autre distinction que celle que sa profession lui donnait. Mustapha le tailleur était fort pauvre, et son travail lui produisait à peine de quoi le faire subsister lui et sa femme, et un fils que Dieu leur avait donné. Le fils qui se nommait Aladin avait été élevé d'une manière très négligée et qui lui avait fait contracter des inclinations vicieuses. Il était méchant, opiniâtre, désobéissant à son père et à sa mère. Sitôt qu'il fut un peu grand, ses parents ne le purent retenir à la maison, il sortait dès le matin et il passait les journées à jouer dans les rues et dans les places publiques, avec de petits vagabonds qui étaient même au-dessous de son âge. Dès qu'il fut en âge d'apprendre un métier, son père, qui n'était pas en état de lui en faire apprendre un autre que le sien, le prit en sa boutique, et commença à lui montrer de quelle manière il devait manier l'aiguille, mais ni par douceur, ni par crainte d'aucun châtiment, il ne fut pas possible au père de fixer l'esprit volage de son fils, il ne put le contraindre à se contenir, et à demeurer assidu et attaché au travail, comme il le souhaitait. Sitôt que Mustapha avait le dos tourné, Aladin s'échappait et il ne revenait plus de tout le jour. Le père le châtiait, mais Aladin était incorrigible, et à son grand regret, Mustapha fut obligé de l'abandonner à son libertinage. Cela lui fit beaucoup de peine, et le chagrin de ne pouvoir faire entrer ce fils dans son devoir, lui causa une maladie si opiniâtre, qu'il en mourut au bout de quelques mois. La mère d'Aladin qui vit que son fils ne prenait pas le chemin d'apprendre le métier de son père, ferma la boutique, et fit de l'argent de tous les ustensiles de son métier, pour l'aider à subsister, elle et son fils, avec le peu qu'elle pourrait gagner à filer du coton. Aladin qui n'était plus retenu par la crainte d'un père, et qui se souciait si peu de sa mère, qu'il avait même la hardiesse de la menacer à la moindre remontrance qu'elle lui faisait, s'abandonna alors à un plein libertinage. Il fréquentait de plus en plus les enfants de son âge et ne cessait de jouer avec eux avec plus de passion qu'auparavant. Il continua ce train de vie jusqu'à l'âge de 15 ans, sans aucune ouverture d'esprit pour quoi que ce soit et sans faire réflexion à ce qu'il pourrait devenir un jour. Il était dans cette situation lorsqu'un jour qu'il jouait au milieu d'une place avec une troupe de vagabonds, selon sa coutume, un étranger qui passait par cette place s'arrêta à le regarder. Cet étranger était un magicien insigne, que les auteurs qui ont écrit cette histoire nous font connaître sous le nom de magicien africain, c'est ainsi que nous l'appellerons, d'autant plus volontiers qu'il était véritablement d'Afrique et qu'il n'était arrivé que depuis 2 jours. Soit que le magicien africain, qui se connaissait en physionomie, eût remarqué dans le visage d'Aladin tout ce qui était absolument nécessaire pour l'exécution de ce qui avait fait le sujet de son voyage, ou autrement, il s'informa adroitement de sa famille, de ce qu'il était, et de son inclination. Quand il fut instruit de tout ce qu'il souhaitait, il s'approcha du jeune homme, et en le tirant à part à quelques pas de ses camarades, « Mon fils, lui demanda-t-il, votre père ne s'appelle-t-il pas Mustapha le tailleur ?» « Oui, monsieur, répondit Aladin, mais il y a longtemps qu'il est mort. » À ces paroles, le magicien africain se jeta au cou d'Aladin, l'embrassa et le baisa par plusieurs fois les larmes aux yeux, accompagnées de soupirs. Aladin qui remarqua ses larmes, lui demanda quel sujet il avait de pleurer. « Ah, mon fils, s'écria le magicien africain, comment pourrais-je m'en empêcher ? Je suis votre oncle et votre père était mon bon frère. Il y a plusieurs années que je suis en voyage, et dans le moment que j'arrive ici avec l'espérance de le revoir, et de lui donner de la joie de mon retour, vous m'apprenez qu'il est mort. Je vous assure que c'est une douleur bien sensible pour moi de me voir privé de la consolation à laquelle je m'attendais. Mais ce qui soulage un peu mon affliction, c'est que, autant que je puis m'en souvenir, je reconnais ces traits sur votre visage, et je vois que je ne me suis pas trompé en m'adressant à vous.
Il demanda à Aladin, en mettant la main à la bourse, où demeurait sa mère. Aussitôt Aladin satisfit à sa demande, et le magicien africain lui donna en même temps une poignée de menu monnaie, en lui disant « Mon fils, allez trouver votre mère, faites-lui bien mes compliments, et dites-lui que j'irai la voir demain, si le temps me le permet, pour me donner la consolation de voir le lieu où mon bon frère a vécu si longtemps, et où il a fini ses jours. » Dès que le magicien africain eut laissé le neveu qu'il venait de se faire lui-même, Aladin courut chez sa mère, bien joyeux de l'argent que son oncle venait de lui donner. « Ma mère, lui dit-il en arrivant, je vous prie de me dire si j'ai un oncle. »« Non, mon fils, lui répondit la mère, vous n'avez point d'oncle du côté de feu votre père ni du mien. Je viens cependant, reprit Aladin, de voir un homme qui se dit mon oncle du côté de mon père. Puisqu'il était son frère, à ce qu'il m'a assuré, il s'est même mis à pleurer et à m'embrasser quand je lui ai dit que mon père était mort. Et pour marque que je dis la vérité, ajouta-t-il en lui montrant la monnaie qu'il avait reçue, voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a aussi chargé de vous saluer de sa part, et de vous dire que demain, s'il en a le temps, il viendra vous saluer, pour voir en même temps la maison où mon père a vécu, et où il est mort. Mon fils, repartit la mère, il est vrai que votre père avait un frère, mais il y a longtemps qu'il est mort, et je ne lui ai jamais entendu dire qu'il en eût un autre. Ils n'en dirent pas davantage touchant le magicien africain. Le lendemain, le magicien africain aborda Aladin une seconde fois, comme il jouait dans un autre endroit de la ville avec d'autres enfants. Il l'embrassa, comme il avait fait le jour précédent, et en lui mettant 2 pièces d'or dans la main, il lui dit « Mon fils, portez cela à votre mère, et dites-lui que j'irai la voir ce soir et qu'elle achète de quoi souper, afin que nous mangions ensemble. Mais auparavant enseignez-moi où je trouverai la maison. » Il la lui enseigna, et le magicien africain le laissa aller. Aladin porta les 2 pièces d'or à sa mère, et dès qu'il lui eut dit quelle était l'intention de son oncle, elle sortit pour les aller employer, et revint avec de bonnes provisions, et comme elle était dépourvue d'une bonne partie de la vaisselle dont elle avait besoin, elle alla en emprunter chez ses voisins. Elle employa toute la journée à préparer le souper, et sur le soir, dès que tout fut prêt, elle dit à Aladin, « Mon fils, votre oncle ne sait peut-être pas où est notre maison, allez au-devant de lui et l'amenez, si vous le voyez. » Quoiqu'Aladin eût enseigné la maison au magicien africain, il était prêt néanmoins à sortir quand on frappa à la porte. Aladin ouvrit, et il reconnut le magicien africain, qui entra chargé de bouteilles de vin et de plusieurs sortes de fruits qu'il apportait pour le souper. Après que le magicien africain eut mis ce qu'il apportait entre les mains d'Aladin, il salua sa mère et il la pria de lui montrer la place où son frère Mustapha avait coutume de s'asseoir sur le sofa. Elle la lui montra, et aussitôt il se prosterna, et il baisa cette place plusieurs fois les larmes aux yeux, en s'écriant « Mon pauvre frère, que je suis malheureux de n'être pas arrivé assez à temps pour vous embrasser encore une fois avant votre mort. » Quoique la mère d'Aladin l'en pria, jamais il ne voulut s'asseoir à la même place. « Non, dit-il, je m'en garderai bien, mais souffrez que je me mette ici vis-à-vis, afin que si je suis privé de la satisfaction de l'Y voir en personne, comme père d'une famille qui m'est si chère, je puisse au moins l'Y regarder comme s'il était présent. » La mère d'Aladin ne le pressa pas davantage, et elle le laissa dans la liberté de prendre la place qu'il voulut. Quand le magicien africain se fut assis à la place qu'il lui avait plu de choisir, il commença de s'entretenir avec la mère d'Aladin. « Ma bonne sœur, lui disait-il, ne vous étonnez point de ne m'avoir pas vu tout le temps que vous avez été mariée avec mon frère Mustapha d'heureuse mémoire. Il y a 40 ans que je suis sorti de ce pays, qui est le mien aussi bien que celui de feu mon frère. Depuis ce temps-là, après avoir voyagé dans les Indes, dans la Perse, dans l'Arabie, dans la Syrie, en Égypte, et séjourné dans les plus belles villes de ce pays-là, je passai en Afrique, où j'ai fait un plus long séjour.
À la fin, comme il est naturel à l'homme, quelque éloigné qu'il soit du pays de sa naissance, de n'en perdre jamais la mémoire, non plus que de ses parents et de ceux avec qui il a été élevé, il m'a pris un désir si efficace de revoir le mien et de venir embrasser mon cher frère, pendant que je me sentais encore assez de force et de courage pour entreprendre un si long voyage, que je n'ai pas différé à faire mes préparatifs, et à me mettre en chemin. Je ne vous dis rien de la longueur du temps que j'y ai mis, de tous les obstacles que j'ai rencontrés, et de toutes les fatigues que j'ai souffertes pour arriver jusqu'ici, je vous dirai seulement que rien ne m'a mortifié et affligé davantage dans tous mes voyages, que quand j'ai appris la mort d'un frère que j'avois toujours aimé, et que j'aimais d'une amitié véritablement fraternelle. J'ai remarqué de ces traits dans le visage de mon neveu votre fils, et c'est ce qui me l'a fait distinguer par-dessus tous les autres enfants avec lesquels il était. Il a pu vous dire de quelle manière j'ai reçu la triste nouvelle qu'il n'était plus au monde, mais il faut louer Dieu de toutes choses. Je me console de le retrouver dans un fils qui en conserve les traits les plus remarquables. Le magicien africain, qui s'aperçut que la mère d'Aladin s'attendrissait sur le souvenir de son mari, en renouvelant sa douleur, changea de discours, et en se retournant du côté d'Aladin, il lui demanda son nom. « Je m'appelle Aladin, lui dit-il. »« Eh bien, Aladin, reprit le magicien, à quoi vous occupez-vous ? Savez-vous quelque métier ? » À cette demande, Aladin baissa les yeux, et fut déconcerté, mais sa mère, en prenant la parole, « Aladin, dit-elle, est un fainéant. Son père a fait tout son possible, pendant qu'il vivait, pour lui apprendre son métier, et il n'a pu en venir à bout, et depuis qu'il est mort, nonobstant tout ce que j'ai pu lui dire, et ce que je lui répète chaque jour, il ne fait autre métier que de faire le vagabond, et passer tout son temps à jouer avec les enfants, comme vous l'avez vu, sans considérer qu'il n'est plus enfant, et si vous ne lui en faites honte, et qu'il n'en profite pas, je désespère que jamais il ne puisse rien valoir. Il sait que son père n'a laissé aucun bien, et il voit lui-même qu'à filer du coton pendant tout le jour, comme je fais, j'ai bien de la peine à gagner de quoi nous avoir du pain. Pour moi, je suis résolu à lui fermer la porte un de ces jours, et à l'envoyer en chercher ailleurs. Après que la mère d'Aladin eut achevé ces paroles en fondant en larmes, le magicien africain dit à Aladin, « Cela n'est pas bien, mon neveu, il faut songer à vous aider vous-même, et à gagner votre vie. Il y a des métiers de plusieurs sortes, voyez s'il n'y a pas quelqu'un pour lequel vous ayez inclination plutôt que pour un autre. Peut-être que celui de votre père vous déplaît et que vous vous accommoderiez mieux d'un autre. Ne dissimulez point ici vos sentiments, je ne cherche qu'à vous aider. » Comme il vit qu'Aladin ne répondait rien, « Si vous avez de la répugnance pour apprendre un métier, continua-t-il, et que vous vouliez être honnête homme, je vous lèverai une boutique garnie de riches étoffes et de toiles fines. Vous vous mettrez en état de les vendre, et de l'argent que vous en ferez, vous achèterez d'autres marchandises, et de cette manière vous vivrez honorablement. Consultez-vous vous-même, et dites-moi franchement ce que vous en pensez, vous me trouverez toujours prêt à tenir ma promesse. » Cette offre flatta fort Aladin, à qui le travail manuel déplaisait d'autant plus, qu'il avait assez de connaissances pour s'être aperçu que les boutiques de ces sortes de marchandises étaient propres et fréquentées, et que les marchands étaient bien habillés et fort considérés. Il marqua au magicien africain, qu'il regardait comme son oncle, que son penchant était plutôt de ce côté-là que d'aucun autre, et qu'il lui serait obligé toute sa vie du bien qu'il voulait lui faire. « Puisque cette profession vous agrée, reprit le magicien africain, je vous mènerai demain avec moi, et je vous ferai habiller proprement et richement, conformément à l'état d'un des plus gros marchands de cette ville, et après-demain nous songerons à vous lever une boutique de la manière que je l'entends. » La mère d'Aladin, qui n'avait pas cru jusqu'alors que le magicien africain fût frère de son mari, n'en douta nullement après tout le bien qu'il promettait de faire à son fils. Elle le remercia de ses bonnes intentions, et après avoir exhorté Aladin à se rendre digne de tous les biens que son oncle lui faisait espérer, elle servit le souper.
La conversation roula sur le même sujet pendant tout le repas et jusqu'à ce que le magicien, qui vit que la nuit était avancée, prit congé de la mère et du fils et se retira. Le lendemain matin, le magicien africain ne manqua pas de revenir chez la veuve de Mustapha le tailleur, comme il l'avait promis. Il prit Aladin avec lui, et il le mena chez un gros marchand qui ne vendait que des habits tout faits, de toutes sortes de belles étoffes, pour les différents âges et conditions. Il s'en fit montrer de convenable à la grandeur d'Aladin, et après avoir mis à part tous ceux qui lui plaisaient davantage, et rejeté les autres qui n'étaient pas de la beauté qu'il entendait, il dit à Aladin, « Mon neveu, choisissez dans tous ces habits celui que vous aimez le mieux. » Aladin, charmé des libéralités de son nouvel oncle, en choisit un, le magicien l'acheta, avec tout ce qui devait l'accompagner, et paya le tout sans marchander. Lorsqu'Aladin se vit ainsi habillé magnifiquement depuis les pieds jusqu'à la tête, il fit à son oncle tous les remerciements imaginables, et le magicien lui promit encore de ne le point abandonner, et de l'avoir toujours avec lui. En effet, il le mena dans les lieux les plus fréquentés de la ville, particulièrement dans ceux où étaient les boutiques des riches marchands, et quand il fut dans la rue où étaient les boutiques des plus riches étoffes et des toiles fines, il dit à Aladin, « Comme vous serez bientôt marchand comme ceux que vous voyez, il est bon que vous les fréquentiez, et qu'ils vous connaissent. » Il lui fit voir aussi les mosquées les plus belles et les plus grandes, le conduisit dans les camps où logeaient les marchands étrangers, et dans tous les endroits du palais du sultan où il était libre d'entrer. Enfin, après avoir parcouru ensemble tous les beaux endroits de la ville, ils arrivèrent dans le camp où le magicien avait pris un appartement. Il s'y trouva quelques marchands avec lesquels il avait commencé de faire connaissance depuis son arrivée, et qu'il avait rassemblés exprès pour les bien régaler, et leur donner en même temps la connaissance de son prétendu neveu. Le régal ne finit que sur le soir. Aladin voulut prendre congé de son oncle pour s'en retourner, mais le magicien africain ne voulut pas le laisser aller seul, et le reconduisit lui-même chez sa mère. Dès qu'elle eut aperçu son fils si bien habillé, elle fut transportée de joie, et elle ne cessait de donner 1000 bénédictions au magicien qui avait fait une si grande dépense pour son enfant. « Généreux parent, lui dit-elle, je ne sais comment vous remercier de votre libéralité. Je sais que mon fils ne mérite pas le bien que vous lui faites, et qu'il en serait tout à fait indigne, s'il n'en était reconnaissant, et s'il négligeait de répondre à la bonne intention que vous avez de lui donner un établissement si distingué. En mon particulier, ajouta-t-elle, je vous en remercie encore de toute mon âme, et je vous souhaite une vie assez longue, pour être témoin de la reconnaissance de mon fils, qui ne peut mieux vous la témoigner qu'en se gouvernant selon vos bons conseils. Aladin, reprit le magicien africain, est un bon enfant, il m'écoute assez, et je crois que nous en ferons quelque chose de bon. Je suis fâché d'une chose, de ne pouvoir exécuter demain ce que je lui ai promis. Ces jours de vendredi, les boutiques seront fermées, et il n'y aura pas lieu de songer à en louer une et à la garnir, pendant que les marchands ne penseront qu'à se divertir. Ainsi nous remettrons l'affaire à samedi, mais je viendrai demain le prendre, et je le mènerai promener dans les jardins, où le beau monde a coutume de se trouver. Il n'a peut-être encore rien vu des divertissements qu'on y prend. Il n'a été jusqu'à présent qu'avec des enfants, il faut qu'il voie des hommes. » Le magicien africain prit enfin congé de la mère et du fils, et se retira. Aladin cependant, qui était déjà dans une grande joie de se voir si bien habillé, se fit encore un plaisir par avance de la promenade des jardins des environs de la ville. En effet, jamais il n'était sorti hors des portes, et jamais il n'avait vu les environs, qui étaient d'une grande beauté et très agréables. Aladin se leva et s'habilla le lendemain de grand matin, pour être prêt à partir quand son oncle viendrait le prendre. Après avoir attendu longtemps, à ce qu'il lui semblait, l'impatience lui fit ouvrir la porte, et se tenir sur le pas, pour voir s'il ne le verrait point. Dès qu'il l'aperçut, il en avertit sa mère, et en prenant congé d'elle, il ferma la porte, et courut à lui pour le joindre. Le magicien africain fit beaucoup de caresses à Aladin, quand il le vit.
Allons, mon cher enfant, lui dit-il d'un air riant, je veux vous faire voir aujourd'hui de belles choses. Il le mena par une porte qui conduisait à de grandes et belles maisons, ou plutôt à des palais magnifiques qui avaient chacun de très beaux jardins dont les entrées étaient libres. À chaque palais qu'il rencontrait, il demandait à Aladin s'il le trouvait beau, et Aladin, en le prévenant, quand un autre se présentait, « Mon oncle, disait-il, en voici un plus beau que ceux que nous venons de voir. » Cependant ils avançaient toujours plus avant dans la campagne, et le rusé magicien qui avait envie d'aller plus loin pour exécuter le dessein qu'il avait dans la tête, prit occasion d'entrer dans un de ces jardins. Il s'assit près d'un grand bassin, qui recevait une très belle eau par un mufle de lion de bronze, et feignit qu'il était las, afin de faire reposer Aladin. « Mon neveu, lui dit-il, vous devez être fatigué aussi bien que moi, reposons-nous ici pour reprendre des forces, nous aurons plus de courage à poursuivre notre promenade. » Quand ils furent assis, le magicien africain tira d'un linge attaché à sa ceinture, des gâteaux et plusieurs sortes de fruits dont il avait fait provision, et il l'étendit sur le bord du bassin. Il partagea un gâteau entre lui et Aladin, et à l'égard des fruits, il lui laissa la liberté de choisir ceux qui seraient le plus à son goût. Pendant ce petit repas, il entretint son prétendu neveu de plusieurs enseignements qui tendaient à l'exhorter de se détacher de la fréquentation des enfants, et de s'approcher plutôt des hommes sages et prudents, et de les écouter, et de profiter de leurs entretiens. Bientôt, lui disait-il, vous serez hommes comme eux, et vous ne pouvez vous accoutumer de trop bonne heure à dire de bonnes choses à leur exemple. Quand ils eurent achevé ce petit repas, ils se levèrent, et ils poursuivirent leur chemin au travers des jardins, qui n'étaient séparés les uns des autres que par de petits fossés qui en marquaient les limites, mais qui n'en empêchaient pas la communication. La bonne foi faisait que les citoyens de cette capitale n'apportaient pas plus de précautions pour s'empêcher les uns les autres de se nuire. Insensiblement le magicien africain mena Aladin assez loin au-delà des jardins et le fit traverser des campagnes qui le conduisirent jusqu'assez près des montagnes. Aladin, qui de sa vie n'avait fait tant de chemin, se sentit fort fatigué d'une si longue marche. « Mon oncle, dit-il au magicien africain, où allons-nous ? Nous avons laissé les jardins bien loin derrière nous, et je ne vois plus que des montagnes. Si nous avançons plus, je ne sais si j'aurai assez de force pour retourner jusqu'à la ville. » « Prenez courage, mon neveu, lui dit le faux oncle, je veux vous faire voir un autre jardin qui surpasse tous ceux que vous venez de voir. Il n'est pas loin d'ici, il n'y a qu'un pas, et quand nous y serons arrivés, vous me direz vous-même si vous ne seriez pas fâché de ne l'avoir pas vu, après vous en être approché de si près. » Aladin se laissa persuader, et le magicien le mena encore fort loin, en l'entretenant de différentes histoires amusantes, pour lui rendre le chemin moins ennuyeux et la fatigue plus supportable. Ils arrivèrent enfin entre deux montagnes d'une hauteur médiocre et à peu près égale, séparées par un vallon de très peu de largeur. C'était là cet endroit remarquable où le magicien africain avait voulu amener Aladin pour l'exécution d'un grand dessein qu'il avait fait venir de l'extrémité de l'Afrique jusqu'à la Chine. « Nous n'allons pas plus loin, dit-il à Aladin, je veux vous faire voir ici des choses extraordinaires et inconnues à tous les mortels, et quand vous les aurez vues, vous me remercierez d'avoir été témoin de tant de merveilles que personne au monde n'aura vues que vous. Pendant que je vais battre le fusil, amassez de toutes les broussailles que vous voyez, celles qui seront les plus sèches, afin d'allumer du feu. » Il y avait une si grande quantité de ces broussailles, qu'Aladin en eut bientôt fait un amas plus que suffisant, dans le temps que le magicien allumait l'allumette. Il y mit le feu, et dans le moment que les broussailles s'enflammèrent, le magicien africain y jeta d'un parfum qu'il avait tout près. Il s'éleva une fumée fort épaisse qu'il détourna de côté et d'autre, en prononçant des paroles magiques auxquelles Aladin ne comprit rien. Dans le même moment, la terre trembla un peu, et s'ouvrit en cet endroit devant le magicien et Aladin, et fit voir à découvert une pierre d'environ 1,5 pied en carré, et d'environ 1 pied de profondeur, posée horizontalement, avec un anneau de bronze scellé dans le milieu, pour s'en servir à la lever.
Aladin, effrayé de tout ce qui se passait à ses yeux, eut peur, et il voulut prendre la fuite. Mais il était nécessaire à ce mystère, et le magicien le retint et le gronda fort, en lui donnant un soufflet si fortement appliqué, qu'il le jeta par terre, et que peu s'en fallut qu'il ne lui enfonça les dents de devant dans la bouche, comme il y parut par le sang qui en sortit. Le pauvre Aladin tout tremblant, et les larmes aux yeux, « Mon oncle, s'écria-t-il en pleurant, qu'ai-je donc fait pour avoir mérité que vous me frappiez si rudement ? J'ai mes raisons pour le faire, lui répondit le magicien. Je suis votre oncle, qui vous tient présentement lieu de père, et vous ne devez pas me répliquer. Mais, mon enfant, ajouta-t-il en se radoucissant, ne craignez rien, je ne demande autre chose de vous, que vous m'obéissiez exactement, si vous voulez bien profiter et vous rendre digne des grands avantages que je veux vous faire. Ces belles promesses du magicien calmèrent un peu la crainte et le ressentiment d'Aladin, et lorsque le magicien le vit entièrement rassuré, « Vous avez vu, continua-t-il, ce que j'ai fait par la vertu de mon parfum et des paroles que j'ai prononcées. Apprenez donc présentement que sous cette pierre que vous voyez, il y a un trésor caché qui vous est destiné, et qui doit vous rendre un jour plus riche que les plus grands rois du monde. Cela est si vrai, qu'il n'y a personne au monde à qui il soit permis de toucher cette pierre, et de la lever pour y entrer, il m'est même défendu d'y toucher, et de mettre le pied dans le trésor quand il sera ouvert. Pour cela, il faut que vous exécutiez de point en point ce que je vous dirai, sans y manquer, la chose est de grandes conséquences et pour vous et pour moi. » Aladin, toujours dans l'étonnement de ce qu'il voyait et de tout ce qu'il venait d'entendre dire au magicien, de ce trésor qui devait le rendre heureux à jamais, oublia tout ce qui s'était passé. « Eh bien, mon oncle, dit-il au magicien en se levant, de quoi s'agit-il ? Commandez, je suis tout prêt à obéir. » Je suis ravi, mon enfant, lui dit le magicien africain en l'embrassant, que vous ayez pris ce parti, venez, approchez-vous, prenez cet anneau, et levez la pierre. Mais, mon oncle, reprit Aladin, je ne suis pas assez fort pour la lever, il faut donc que vous m'aidiez. Non, repartit le magicien africain, vous n'avez pas besoin de mon aide, et nous ne ferions rien vous et moi si je vous aidais, il faut que vous la leviez, vous seul. Prononcez seulement le nom de votre père et de votre grand-père, en tenant l'anneau, et levez, vous verrez qu'elle viendra à vous sans peine. Aladin fit comme le magicien lui avait dit, il leva la pierre avec facilité, et il la posa à côté. Quand la pierre fut ôtée, un caveau de 3 à 4 pieds de profondeur se fit voir avec une petite porte et des degrés pour descendre plus bas. Mon fils, dit alors le magicien africain à Aladin, observez exactement tout ce que je vais vous dire. Descendez dans ce caveau, quand vous serez au bas des degrés que vous voyez, vous trouverez une porte ouverte qui vous conduira dans un grand lieu voûté et partagé en 3 grandes salles l'une après l'autre. Dans chacune vous verrez à droite et à gauche 4 vases de bronze grands comme des cuves, pleins d'or et d'argent, mais gardez-vous bien d'y toucher. Avant d'entrer dans la première salle, levez votre robe et serrez-la bien autour de vous. Quand vous y serez entré, passez à la seconde sans vous arrêter, et de là à la troisième aussi sans vous arrêter. Sur toute chose, gardez-vous bien d'approcher des murs, et d'y toucher même avec votre robe, car si vous y touchiez, vous mourriez sur le champ. C'est pour cela que je vous ai dit de la tenir serrée autour de vous. Au bout de la 3e salle, il y a une porte qui vous donnera entrée dans un jardin planté de beaux arbres, tous chargés de fruits, marchez tout droit et traversez ce jardin par un chemin qui vous mènera à un escalier de 50 marches pour monter sur une terrasse. Quand vous serez sur la terrasse, vous verrez devant vous une niche, et dans la niche une lampe allumée, prenez la lampe, éteignez-la, et quand vous aurez jeté le lumignon et versé la liqueur, mettez-la dans votre sein et apportez-la moi. Ne craignez pas de gâter votre habit, la liqueur n'est pas de l'huile, et la lampe sera sèche dès qu'il n'y en aura plus. Si les fruits du jardin vous font envie, vous pouvez en cueillir autant que vous en voudrez, cela ne vous est pas défendu.
En achevant ces paroles, le magicien africain tira un anneau qu'il avait au doigt, et il le mit à l'un des doigts d'Aladin, en lui disant que c'était un préservatif contre tout ce qui pourrait lui arriver de mal, en observant bien tout ce qu'il venait de lui prescrire. « Allez, mon enfant, lui dit-il après cette instruction, descendez hardiment, nous allons être riches l'un et l'autre pour toute notre vie. » Aladin sauta légèrement dans le caveau, et il descendit jusqu'au bas des degrés, il trouva les 3 salles dont le magicien africain lui avait fait la description. Il passa au travers avec d'autant plus de précaution, qu'il appréhendait de mourir s'il manquait à observer soigneusement ce qui lui avait été prescrit. Il traversa le jardin sans s'arrêter, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche, jeta le lumignon et la liqueur, et en la voyant sans humidité comme le magicien le lui avait dit, il la mit dans son sein, il descendit de la terrasse, et il s'arrêta dans le jardin à en considérer les fruits qu'il n'avait vus qu'en passant. Les arbres de ce jardin étaient tous chargés de fruits extraordinaires. Chaque arbre en portait de différentes couleurs, il y en avait de blancs, de luisants et transparents comme le cristal, de rouges, les uns plus chargés, les autres moins, de vert, de bleu, de violet, de tirant sur le jaune et de plusieurs autres sortes de couleurs. Les blancs étaient des perles, les luisants et transparents, des diamants, les rouges les plus foncés, des rubis, les autres moins foncés, des rubis balais, les verts, des émeraudes, les bleus, des turquoises, les violets, des améthystes, ceux qui tiraient sur le jaune, des saphirs, et ainsi des autres. Et ces fruits étaient tous d'une grosseur et d'une perfection à quoi on n'avait encore vu rien de pareil dans le monde. Aladin, qui n'en connaissait ni le mérite ni la valeur, ne fut pas touché de la vue de ces fruits qui n'étaient pas de son goût, comme l'eussent été des figues, des raisins et les autres fruits excellents qui sont communs dans la Chine. Aussi n'était-il pas encore dans un âge à en connaître le prix, il s'imagina que tous ces fruits n'étaient que du vert coloré, et qu'ils ne valaient pas davantage. La diversité de tant de belles couleurs néanmoins, la beauté et la grosseur extraordinaire de chaque fruit, lui donna envie d'en cueillir de toutes les sortes. En effet, il en prit plusieurs de chaque couleur, et il en emplit ses 2 poches et 2 bourses toutes neuves que le magicien lui avait achetées, avec l'habit dont il lui avait fait présent, afin qu'il n'eût rien que de neuf, et comme les 2 bourses ne pouvaient tenir dans ses poches qui étaient déjà pleines, il les attacha de chaque côté à sa ceinture, il en enveloppa même dans les plis de sa ceinture, qui était d'une étoffe de soie ample et à plusieurs tours, et il les accommoda de manière qu'ils ne pouvaient pas tomber. Il n'oublia pas aussi d'enfourrer dans son sein, entre la robe et la chemise autour de lui. Aladin, ainsi chargé de tant de richesses, sans le savoir, reprit en diligence le chemin des 3 salles, pour ne pas faire attendre trop longtemps le magicien africain, et après avoir passé à travers avec la même précaution qu'auparavant, il remonta par où il était descendu, et se présenta à l'entrée du caveau où le magicien africain l'attendait avec impatience. Aussitôt qu'Aladin l'aperçut, « Mon oncle, lui dit-il, je vous prie de me donner la main pour m'aider à monter. » Le magicien africain lui dit, « Mon fils, donnez-moi la lampe auparavant, elle pourrait vous embarrasser. » « Pardonnez-moi, mon oncle, reprit Aladin, elle ne m'embarrasse pas, je vous la donnerai dès que je serai monté. » Le magicien africain s'opiniâtra à vouloir qu'Aladin lui mît la lampe entre les mains avant de le tirer du caveau, et Aladin, qui avait embarrassé cette lampe avec tous ces fruits dont il s'était garni de tous côtés, refusa absolument de la donner, qu'il ne fût hors du caveau. Alors le magicien africain, au désespoir de la résistance de ce jeune homme, entra dans une furie épouvantable. Il jeta un peu de son parfum sur le feu qu'il avait eu soin d'entretenir, et à peine eut-il prononcé 2 paroles magiques, que la pierre qui servait à fermer l'entrée du caveau, se remit d'elle-même à sa place, avec la terre par-dessus, au même état qu'elle était à l'arrivée du magicien africain et d'Aladin. Il est certain que le magicien africain n'était pas frère de Mustapha le tailleur, comme il s'en était vanté, ni par conséquent oncle d'Aladin.
Il était véritablement d'Afrique, et y était né, et comme l'Afrique est un pays où l'on est plus entêté de la magie que partout ailleurs, il s'y était appliqué dès sa jeunesse, et après 40 années ou environ d'enchantement, d'opérations de géomancie, de suffumigation et de lecture de livres de magie, il était enfin parvenu à découvrir qu'il y avait dans le monde une lampe merveilleuse, dont la possession le rendrait plus puissant qu'aucun monarque de l'univers, s'il pouvait en devenir le possesseur. Par une dernière opération de géomancie, il avait connu que cette lampe était dans un lieu souterrain au milieu de la Chine, à l'endroit et avec toutes les circonstances que nous venons de voir. Bien persuadé de la vérité de cette découverte, il était parti de l'extrémité de l'Afrique, comme nous l'avons dit, et après un voyage long et pénible, il était arrivé à la ville qui était si voisine du trésor, mais quoique la lampe fût certainement dans le lieu dont il avait connaissance, il ne lui était pas permis néanmoins de l'enlever lui-même, ni d'entrer en personne dans le lieu souterrain où elle était. Il fallait qu'un autre y descendît, l'alla prendre, et la lui mit entre les mains. C'est pourquoi il s'était adressé à Aladin qui lui avait paru un jeune enfant sans conséquence, et très propre à lui rendre ce service qu'il attendait de lui, bien résolu, dès qu'il aurait la lampe dans ses mains, de faire la dernière suffumigation que nous avons dite, et de prononcer les 2 paroles magiques qui devaient faire l'effet que nous avons vu, et sacrifier le pauvre Aladin à son avarice et à sa méchanceté, afin de n'en avoir pas de témoin. Le soufflet donné à Aladin, et l'autorité qu'il avait prise sur lui, n'avaient pour but que de l'accoutumer à le craindre et à lui obéir exactement, afin que lorsqu'il lui demanderait cette fameuse lampe magique, il la lui donnât aussitôt, mais il lui arriva tout le contraire de ce qu'il s'était proposé. Enfin il jouissait de sa méchanceté avec tant de précipitation, pour perdre le pauvre Aladin, que parce qu'il craignit que s'il contestait plus longtemps avec lui, quelqu'un ne vînt à les entendre, et ne rendit public ce qu'il voulait tenir très caché. Quand le magicien africain vit ses grandes et belles espérances échouer à n'y revenir jamais, il n'eut pas d'autre parti à prendre que celui de retourner en Afrique, c'est ce qu'il fit dès le même jour. Il prit sa route par des détours, pour ne pas rentrer dans la ville d'où il était sorti avec Aladin. Il avait à craindre en effet d'être observé par plusieurs personnes qui pouvaient l'avoir vu se promener avec cet enfant, et revenir sans lui. Selon toutes les apparences, on ne devait plus entendre parler d'Aladin, mais celui-là même qui avait cru le perdre pour jamais, n'avait pas fait attention qu'il lui avait mis au doigt un anneau qui pouvait servir à le sauver. En effet, ce fut cet anneau qui fut cause du salut d'Aladin, qui n'en savait nullement la vertu, et il est étonnant que cette perte, jointe à celle de la lampe, n'ait pas jeté ce magicien dans le dernier désespoir. Mais les magiciens sont si accoutumés aux disgrâces et aux événements contraires à leurs souhaits, qu'ils ne cessent tant qu'ils vivent, de se repaître de fumée, de chimères et de visions. Aladin qui ne s'attendait pas à la méchanceté de son faux oncle, après les caresses et le bien qu'il lui avait fait, fut dans un étonnement qu'il est plus aisé d'imaginer que de représenter par des paroles. Quand il se vit enterré tout vif, il appela 1000 fois son oncle, en criant qu'il était prêt à lui donner la lampe, mais ses cris étaient inutiles, et il n'y avait plus moyen d'être entendu, ainsi il demeura dans les ténèbres et dans l'obscurité. Enfin, après avoir donné quelques relâches à ses larmes, il descendit jusqu'au bas de l'escalier du caveau pour aller chercher la lumière dans le jardin où il avait déjà passé, mais le mur qui s'était ouvert par enchantement s'était refermé et rejoint par un autre enchantement. Il tâtonna devant lui à droite et à gauche par plusieurs fois, et il ne trouva plus de porte. Il redoubla ses cris et ses pleurs, et il s'assit sur les degrés du caveau, sans espoir de revoir jamais la lumière, et avec la triste certitude au contraire de passer des ténèbres où il était, dans celle d'une mort prochaine. Aladin demeura 2 jours en cet état, sans manger et sans boire. Le 3e jour enfin, en regardant la mort comme inévitable, il éleva les mains en les joignant, et avec une résignation entière à la volonté de Dieu il s'écria : « Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, le haut, le grand. » Dans cette action de main jointe, il frotta sans y penser l'anneau que le magicien africain lui avait mis au doigt, et dont il ne connaissait pas encore la vertu.
Aussitôt un génie d'une figure énorme et d'un regard épouvantable s'éleva devant lui comme de dessous la terre, jusqu'à ce qu'il atteignît de la tête à la voûte, et dit à Aladin ces paroles. « Que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave, et l'esclave de tous ceux qui ont l'anneau au doigt, moi et les autres esclaves de l'anneau. » En tout autre temps et en toute autre occasion, Aladin qui n'était pas accoutumé à de pareilles visions, eût pu être saisi de frayeur, et perdre la parole à la vue d'une figure si extraordinaire, mais occupé uniquement du danger présent où il était, il répondit sans hésiter, « Qui que tu sois, fais-moi sortir de ce lieu, si tu en as le pouvoir. » À peine eut-il prononcé ces paroles, que la terre s'ouvrit et qu'il se trouva hors du caveau, et à l'endroit justement où le magicien l'avait amené. On ne trouvera pas étrange qu'Aladin, qui était demeuré si longtemps dans les ténèbres les plus épaisses, ait eu d'abord de la peine à soutenir le grand jour, il y accoutuma ses yeux peu à peu, et en regardant autour de lui, il fut fort surpris de ne pas voir d'ouverture sur la terre. Il ne put comprendre de quelle manière il se trouvait si subitement hors de ses entrailles, il n'y eut que la place où les broussailles avaient été allumées, qui lui fit reconnaître à peu près où était le caveau. Ensuite, en se tournant du côté de la ville, il l'aperçut au milieu des jardins qui l'environnaient, il reconnut le chemin par où le magicien africain l'avait amené. Il le reprit en rendant grâce à Dieu de se revoir une autre fois au monde après avoir désespéré d'y revenir jamais. Il arriva jusqu'à la ville et se traîna chez lui avec bien de la peine. En entrant chez sa mère, la joie de la revoir, jointe à la faiblesse dans laquelle il était de n'avoir pas mangé depuis près de 3 jours, lui causèrent un évanouissement qui dura quelque temps. Sa mère, qui l'avait déjà pleuré comme perdu ou comme mort, en le voyant en cet état, n'oublia aucun de ses soins pour le faire revenir. Il revint enfin de son évanouissement et les premières paroles qu'il prononça furent celles-ci. « Ma mère, avant toute chose, je vous prie de me donner à manger, il y a 3 jours que je n'ai pris quoi que ce soit. » Sa mère lui apporta ce qu'elle avait, et en le mettant devant lui, « Mon fils, lui dit-elle, ne vous pressez pas. Cela est dangereux, mangez peu à peu et à votre aise, et ménagez-vous dans le grand besoin que vous en avez. Je ne veux pas même que vous me parliez, vous aurez assez de temps pour me raconter ce qui vous est arrivé, quand vous serez bien rétabli. Je suis toute consolée de vous revoir, après l'affliction où je me suis trouvée depuis vendredi, et toutes les peines que je me suis données pour apprendre ce que vous étiez devenu, dès que j'eus vu qu'il était nuit, et que vous n'étiez pas revenu à la maison. » Aladin suivit le conseil de sa mère, il mangea tranquillement et peu à peu, et il but à proportion. Quand il eut achevé, « Ma mère, dit-il, j'aurais de grandes plaintes à vous faire sur ce que vous m'avez abandonné avec tant de facilité à la discrétion d'un homme qui avait le dessein de me perdre, et qui tient à l'heure que je vous parle, ma mort si certaine, qu'il ne doute pas, ou que je ne suis plus en vie, ou que je ne doive la perdre au premier jour, mais vous avez cru qu'il était mon oncle, et je l'ai cru comme vous. Et pouvions-nous avoir d'autres pensées d'un homme qui m'accablait de caresses et de biens, et qui me faisait tant d'autres promesses avantageuses? Sachez, ma mère, que ce n'est qu'un traître, un méchant, un fourbe. Il ne m'a fait tant de biens et tant de promesses, qu'afin d'arriver au but qu'il s'était proposé de me perdre, comme je l'ai dit, sans que ni vous ni moi nous puissions en deviner la cause. De mon côté, je puis assurer que je ne lui ai donné aucun sujet qui méritât le moindre mauvais traitement. Vous le comprendrez vous-même par le récit fidèle que vous allez entendre de tout ce qui s'est passé depuis que je me suis séparé de vous, jusqu'à l'exécution de son pernicieux dessein. Aladin commença à raconter à sa mère tout ce qui lui était arrivé avec le magicien, depuis le vendredi qu'il était venu le prendre pour le mener avec lui voir les palais et les jardins qui étaient hors de la ville, ce qui lui arriva dans le chemin, jusqu'à l'endroit des 2 montagnes où se devait opérer le grand prodige du magicien, comment avec un parfum jeté dans le feu et quelques paroles magiques, la terre s'était ouverte en un instant, et avait fait voir l'entrée d'un caveau qui conduisait à un trésor inestimable.
Il n'oublia pas le soufflet qu'il avait reçu du magicien, et de cruelles manières, après s'être un peu radouci, il l'avait engagé par de grandes promesses, et en lui mettant son anneau au doigt, à descendre dans le caveau. Il n'omit aucune circonstance de tout ce qu'il avait vu en passant et en repassant dans les 3 salles, dans le jardin et sur la terrasse où il avait pris la lampe merveilleuse, qu'il montra à sa mère en la retirant de son sein, aussi bien que les fruits transparents et de différentes couleurs qu'il avait cueillis dans le jardin en s'en retournant, auxquels il joignit 2 bourses pleines qu'il donna à sa mère, et dont elle fit peu de cas. Ces fruits étaient cependant des pierres précieuses. L'éclat, brillant comme le soleil, qu'il rendait à la faveur d'une lampe qui éclairait la chambre, devait faire juger de leur grand prix, mais la mère d'Aladin n'avait pas sur cela plus de connaissance que son fils. Elle avait été élevée dans une condition très médiocre, et son mari n'avait pas eu assez de bien pour lui donner de ces sortes de pierreries. D'ailleurs, elle n'en avait jamais vu à aucune de ses parentes ni de ses voisines. Ainsi, il ne faut pas s'étonner si elle ne les regarda que comme des choses de peu de valeur, et bonnes tout au plus à récréer la vue par la variété de leurs couleurs, ce qui fit qu'Aladin les mit derrière un des coussins du sofa sur lequel il était assis. Il acheva le récit de son aventure en lui disant que quand il fut revenu, et qu'il se fut présenté à l'entrée du caveau, prêt à en sortir, sur le refus qu'il avait fait au magicien de lui donner la lampe qu'il voulait avoir, l'entrée du caveau s'était refermée en un instant, par la force du parfum que le magicien avait jeté sur le feu qu'il n'avait pas laissé éteindre, et des paroles qu'il avait prononcées. Mais il n'en put dire davantage sans verser des larmes, en lui représentant l'état malheureux où il s'était trouvé lorsqu'il s'était vu enterré tout vivant dans le fatal caveau, jusqu'au moment qu'il en était sorti, et que pour ainsi dire il était revenu au monde par l'attouchement de son anneau, dont il ne connaissait pas encore la vertu. Quand il eut fini ce récit, il n'est pas nécessaire de vous en dire davantage, dit-il à sa mère, le reste vous est connu. Voilà enfin quelle a été mon aventure et quel est le danger que j'ai couru depuis que vous ne m'avez vu. La mère d'Aladin eut la patience d'entendre, sans l'interrompre, ce récit merveilleux et surprenant, et en même temps si affligeant pour une mère qui aimait son fils tendrement, malgré ses défauts. Dans les endroits néanmoins les plus touchants, et qui faisaient connaître davantage la perfidie du magicien africain, elle ne put s'empêcher de faire paraître combien elle le détestait, par les marques de son indignation, mais dès qu'Aladin eut achevé, elle se déchaîna en 1000 injures contre cet imposteur, elle l'appela traître, perfide, barbare, assassin, trompeur, magicien, ennemi et destructeur du genre humain. Oui, mon fils, ajouta-t-elle, c'est un magicien, et les magiciens sont des pestes publiques, ils ont commerce avec les démons par leurs enchantements et par leur sorcellerie. Béni soit Dieu, qui n'a pas voulu que sa méchanceté insigne eût son effet entier contre vous. Vous devez bien le remercier de la grâce qu'il vous a faite. La mort vous était inévitable, si vous ne vous fussiez souvenu de lui, et que vous n'eussiez imploré son secours. Elle dit encore beaucoup de choses en détestant toujours la trahison que le magicien avait faite à son fils, mais en parlant, elle s'aperçut qu'Aladin, qui n'avait pas dormi depuis 3 jours, avait besoin de repos. Elle le fit coucher et peu de temps après elle se coucha aussi. Aladin, qui n'avait pris aucun repos dans le lieu souterrain où il avait été enseveli à dessein qu'il y perdit la vie, dormit toute la nuit d'un profond sommeil, et ne se réveilla le lendemain que fort tard. Il se leva et la première chose qu'il dit à sa mère, ce fut qu'il avait besoin de manger et qu'elle ne pouvait lui faire un plus grand plaisir que de lui donner à déjeuner. Hélas, mon fils, lui répondit sa mère, je n'ai pas seulement un morceau de pain à vous donner, vous mangeâtes hier au soir le peu de provisions qu'il y avait dans la maison, mais donnez-vous un peu de patience, je ne serai pas longtemps à vous en apporter. J'ai un peu de fil de coton de mon travail, je vais le vendre, afin de vous acheter du pain et quelque chose pour notre dîner. Ma mère, reprit Aladin, réservez votre fil de coton pour une autre fois, et donnez-moi la lampe que j'apportais hier, j'irai la vendre, et l'argent que j'en aurai, servira à nous avoir de quoi déjeuner et dîner, et peut-être de quoi souper.
La mère d'Aladin prit la lampe où elle l'avait mise. La voilà, dit-elle à son fils, mais elle est bien sale, pour peu qu'elle soit nettoyée, je crois qu'elle en vaudra quelque chose davantage. Elle prit de l'eau et un peu de sable fin pour la nettoyer, mais à peine eut-elle commencé à frotter cette lampe, qu'en un instant, en présence de son fils, un génie hideux et d'une grandeur gigantesque s'éleva et parut devant elle, et lui dit d'une voix tonnante. « Que veux-tu ? Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave, et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi avec les autres esclaves de la lampe. » La mère d'Aladin n'était pas en état de répondre, sa vue n'avait pu soutenir la figure hideuse et épouvantable du génie, et sa frayeur avait été si grande dès les premières paroles qu'il avait prononcées, qu'elle était tombée évanouie. Aladin, qui avait déjà eu une apparition à peu près semblable dans le caveau, sans perdre de temps ni le jugement, se saisit promptement de la lampe, et en suppléant au défaut de sa mère, il répondit pour elle d'un ton ferme. « J'ai faim, dit-il au génie, apportez-moi de quoi manger. » Le génie disparut, et un instant après il revint chargé d'un grand bassin d'argent qu'il portait sur sa tête, avec 12 plats couverts de même métal, pleins d'excellents mets arrangés dessus, avec 6 grands pains blancs comme neige sur les plats, 2 bouteilles de vin exquis, et 2 tasses d'argent à la main. Il posa le tout sur le sofa, et aussitôt il disparut. Cela se fit en si peu de temps, que la mère d'Aladin n'était pas encore revenue de son évanouissement quand le génie disparut pour la seconde fois. Aladin, qui avait déjà commencé de lui jeter de l'eau sur le visage, sans effet, se mit en devoir de recommencer pour la faire revenir, mais soit que les esprits qui s'étaient dissipés, se fussent enfin réunis, ou que l'odeur des mets que le génie venait d'apporter y eût contribué pour quelque chose, elle revint dans le moment. « Ma mère, lui dit Aladin, cela n'est rien, levez-vous, et venez manger, voici de quoi vous remettre le cœur, et en même temps de quoi satisfaire aux grands besoins que j'ai de manger. Ne laissons pas refroidir de si bons mets, et mangeons. » La mère d'Aladin fut extrêmement surprise quand elle vit le grand bassin, les 12 plats, les 6 pains, les 2 bouteilles et les 2 tasses, et qu'elle sentit l'odeur délicieuse qui exhalait de tous ces plats. « Mon fils, demanda-t-elle à Aladin, d'où nous vient cette abondance, et à qui sommes-nous redevables d'une si grande libéralité? Le sultan aurait-il eu connaissance de notre pauvreté, et aurait-il eu compassion de nous? » Ma mère, reprit Aladin, mettons-nous à table et mangeons, vous en avez besoin aussi bien que moi. Je vous dirai ce que vous me demandez quand nous aurons déjeuné. Ils se mirent à table, et ils mangèrent avec d'autant plus d'appétit, que la mère et le fils ne s'étaient jamais trouvés à une table si bien fournie. Pendant le repas, la mère d'Aladin ne pouvait se lasser de regarder et d'admirer le bassin et les plats, quoiqu'elle ne sût pas trop distinctement s'ils étaient d'argent ou d'une autre matière, tant elle était peu accoutumée à en voir de pareils, et, à proprement parler, sans avoir égard à leur valeur, qui lui était inconnue, il n'y avait que la nouveauté qui la tenait en admiration, et son fils Aladin n'en avait pas plus de connaissance qu'elle. Aladin et sa mère, qui ne croyaient faire qu'un simple déjeuner, se trouvèrent encore à table à l'heure du dîner, des mets si excellents les avaient mis en appétit, et pendant qu'ils étaient chauds, ils crurent qu'il ne ferait pas mal de joindre les 2 repas ensemble, et de n'en pas faire à 2 fois. Le double repas étant fini, il leur resta non seulement de quoi souper, mais même assez de quoi en faire 2 autres repas aussi forts le lendemain. Quand la mère d'Aladin eut desservi et mis à part les viandes auxquelles il n'avait pas touché, elle vint s'asseoir sur le sofa auprès de son fils. « Aladin, lui dit-elle, j'attends que vous satisfassiez à l'impatience où je suis d'entendre le récit que vous m'avez promis. » Aladin lui raconta exactement tout ce qui s'était passé entre le génie et lui pendant son évanouissement, jusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle. La mère d'Aladin était dans un grand étonnement du discours de son fils et de l'apparition du génie. « Mais, mon fils, reprit-elle, que voulez-vous dire avec vos génies? Jamais, depuis que je suis au monde, je n'ai entendu dire que personne de ma connaissance en eût vu. Par quelle aventure ce vilain génie est-il venu se présenter à moi? Pourquoi s'est-il adressé à moi et non pas à vous,
à qui il a déjà apparu dans le caveau du trésor. Ma mère, repartit Aladin, le génie qui vient de vous apparaître n'est pas le même qui m'est apparu, ils se ressemblent en quelque manière par leur grandeur de géants, mais ils sont entièrement différents par leur mine et par leur habillement, aussi sont-ils à différents maîtres. Si vous vous en souvenez, celui que j'ai vu c'est 10 esclaves de l'anneau que j'ai au doigt, et celui que vous venez de voir c'est 10 esclaves de la lampe que vous aviez à la main. Mais je ne crois pas que vous l'ayez entendu, il me semble en effet que vous vous êtes évanoui dès qu'il a commencé à parler. Quoi, s'écria la mère d'Aladin, c'est donc votre lampe qui est cause que ce mauvais génie s'est adressé à moi plutôt qu'à vous. Ah, mon fils, ôtez-la de devant mes yeux et la mettez où il vous plaira, je ne veux plus y toucher. Je consens plutôt qu'elle soit jetée ou vendue, que de courir le risque de mourir de frayeur en la touchant. Si vous me croyez, vous vous déferez aussi de l'anneau. Il ne faut pas avoir commerce avec des génies, ce sont des démons, et notre prophète l'a dit. Ma mère, avec votre permission, reprit Aladin, je me garderai bien présentement de vendre, comme j'étais près de le faire tantôt, une lampe qui va nous être si utile à vous et à moi. Ne voyez-vous pas ce qu'elle vient de nous procurer ? Il faut qu'elle continue de nous fournir de quoi nous nourrir et nous entretenir. Vous devez juger comme moi que ce n'était pas sans raison que mon faux et méchant oncle s'était donné tant de mouvements et avait entrepris un si long et si pénible voyage, puisque c'était pour parvenir à la possession de cette lampe merveilleuse, qu'il avait préféré à tout l'or et l'argent qu'il savait être dans les salles, et que j'ai vu moi-même, comme il m'en avait averti. Il savait trop bien le mérite et la valeur de cette lampe, pour ne demander autre chose d'un trésor si riche. Puisque le hasard nous en a fait découvrir la vertu, faisons un usage qui nous soit profitable, mais d'une manière qui soit sans éclat et qui ne nous attire pas l'envie et la jalousie de nos voisins. Je veux bien l'ôter de devant vos yeux et la mettre dans un lieu où je la trouverai quand il en sera besoin, puisque les génies vous font tant de frayeur. Pour ce qui est de l'anneau, je ne saurais aussi me résoudre à le jeter, sans cet anneau vous ne m'eussiez jamais revu, et si je vivais à l'heure qu'il est, ce ne serait peut-être que pour peu de moments. Vous me permettrez donc de le garder, et de le porter toujours au doigt bien précieusement. Qui sait s'il ne m'arrivera pas quelque autre danger que nous ne pouvons prévoir ni vous ni moi, dont il pourra me délivrer. Comme le raisonnement d'Aladin paraissait assez juste, sa mère n'eut rien à y répliquer. « Mon fils, lui dit-elle, vous pouvez faire comme vous l'entendrez, pour moi je ne voudrais pas avoir affaire avec des génies. Je vous déclare que je m'en lave les mains et que je ne vous en parlerai pas davantage. » Le lendemain au soir après le souper, il ne resta rien de la bonne provision que le génie avait apportée. Le jour suivant, Aladin qui ne voulait pas attendre que la faim le pressât, prit un des plats d'argent sous sa robe et sortit du matin pour l'aller vendre. Il s'adressa à un juif qu'il rencontra dans son chemin, il le tira à l'écart, et en lui montrant le plat, il lui demanda s'il voulait l'acheter. Le juif rusé et adroit prit le plat, l'examina, et il n'eut pas plus tôt connu qu'il était de bon argent, qu'il demanda à Aladin combien il l'estimait. Aladin qui n'en connaissait pas la valeur et qui n'avait jamais fait commerce de cette marchandise, se contenta de lui dire qu'il savait bien lui-même ce que ce plat pouvait valoir et qu'il s'en rapportait à sa bonne foi. Le juif se trouva embarrassé de l'ingénuité d'Aladin. Dans l'incertitude où il était de savoir si Aladin en connaissait la matière et la valeur, il tira de sa bourse une pièce d'or qui ne faisait au plus que la 62e partie de la valeur du plat, et il la lui présenta. Aladin prit la pièce avec un grand empressement, et dès qu'il l'eut dans la main, il se retira si promptement, que le juif, non content du gain exorbitant qu'il faisait par cet achat, fut bien fâché de n'avoir pas pénétré qu'Aladin ignorait le prix de ce qu'il lui avait vendu, et qu'il aurait pu lui en donner beaucoup moins. Il fut sur le point de courir après le jeune homme, pour tâcher de retirer quelque chose de sa pièce d'or, mais Aladin courait, et il était déjà si loin, qu'il aurait eu de la peine à le joindre.
Aladin, s'en retournant chez sa mère, s'arrêta à la boutique d'un boulanger, chez qui il fit la provision de pain pour sa mère et pour lui, et qu'il paya sur sa pièce d'or, que le boulanger lui changea. En arrivant, il donna le reste à sa mère, qui alla au marché acheter les provisions nécessaires pour vivre tous les deux pendant quelques jours. Ils continuèrent ainsi à vivre de ménage, c'est-à-dire qu'Aladin vendit tous les plats aux Juifs l'un après l'autre jusqu'au 12e, de la même manière qu'il avait fait le premier, à mesure que l'argent venait à manquer dans la maison. Le Juif qui avait donné une pièce d'or du premier n'osa lui offrir moins des autres, de crainte de perdre une si bonne aubaine, il les paya tous sur le même pied. Quand l'argent du dernier plat fut dépensé, Aladin eut recours au bassin, qui pesait lui seul 10 fois autant que chaque plat. Il voulut le porter à son marchand ordinaire, mais son grand poids l'en empêcha. Il fut donc obligé d'aller chercher le Juif qui l'amena chez sa mère, et le Juif, après avoir examiné le poids du bassin, lui compta sur le champ 10 pièces d'or, dont Aladin se contenta. Tant que les 10 pièces d'or durèrent, elles furent employées à la dépense journalière de la maison. Aladin cependant, accoutumé à une vie oisive, s'était abstenu de jouer avec les jeunes gens de son âge, depuis son aventure avec le magicien africain. Il passait les journées à se promener, ou à s'entretenir avec des gens avec lesquels il avait fait connaissance. Quelquefois il s'arrêtait dans les boutiques de gros marchands, où il prêtait l'oreille aux entretiens de gens de distinction qui s'y arrêtaient, ou qui s'y trouvaient comme à une espèce de rendez-vous, et ces entretiens peu à peu lui donnèrent quelque teinture de la connaissance du monde. Quand il ne resta plus rien des 10 pièces d'or, Aladin eut recours à la lampe, il la prit à la main, chercha le même endroit que sa mère avait touché, et comme il l'eut reconnue à l'impression que le sable y avait laissé, il la frotta comme elle avait fait, et aussitôt le même génie qui s'était déjà fait voir, se présenta devant lui, mais comme Aladin avait frotté la lampe plus légèrement que sa mère, il lui parla aussi d'un ton plus radouci. « Que veux-tu » lui dit-il dans les mêmes termes qu'auparavant. « Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave, et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi avec les autres esclaves de la lampe. » Aladin lui dit, « J'ai faim, apporte-moi de quoi manger. » Le génie disparut, et peu de temps après il reparut, chargé d'un service de table pareil à celui qu'il avait apporté la première fois, il le posa sur le sofa, et dans le moment il disparut. La mère d'Aladin, avertie du dessein de son fils, était sortie exprès pour quelque affaire, afin de ne se pas trouver dans la maison dans le temps de l'apparition du génie. Elle rentra peu de temps après, vit la table et le buffet très bien garnis, et demeura presque aussi surprise de l'effet prodigieux de la lampe, qu'elle l'avait été la première fois. Aladin et sa mère se mirent à table, et après le repas il leur resta encore de quoi vivre largement les 2 jours suivants. Dès qu'Aladin vit qu'il n'y avait plus dans la maison ni pain ni autre provision, ni argent pour en avoir, il prit un plat d'argent et alla chercher le Juif qu'il connaissait, pour le lui vendre. En y allant, il passa devant la boutique d'un orfèvre respectable par sa vieillesse, honnête homme, et d'une grande probité. L'orfèvre qui l'aperçut, l'appela et le fit entrer. « Mon fils, lui dit-il, je vous ai déjà vu passer plusieurs fois, chargé comme vous l'êtes à présent, vous joindre à un tel Juif, et repasser peu de temps après sans être chargé. Je me suis imaginé que vous lui vendez ce que vous portez. Mais vous ne savez peut-être pas que ce Juif est un trompeur, et même plus trompeur que les autres Juifs, et que personne de ceux qui le connaissent ne veut avoir affaire à lui. Au reste, ce que je vous dis ici n'est que pour vous faire plaisir, si vous voulez me montrer ce que vous portez présentement, et qu'il soit à vendre, je vous en donnerai fidèlement son juste prix, si cela me convient, sinon je vous adresserai à d'autres marchands qui ne nous tromperont pas. » L'espérance de faire plus d'argent du plat fit qu'Aladin le tira de dessous sa robe, et le montra à l'orfèvre. Le vieillard qui connut d'abord que le plat était d'argent fin, lui demanda s'il en avait vendu de semblables aux Juifs, et combien celui-ci les lui avait payés. Aladin lui dit naïvement qu'il en avait vendu 12, et qu'il n'avait reçu du Juif qu'une pièce d'or de chacun. « Ah, le voleur » s'écria l'orfèvre.
Mon fils, ajouta-t-il, ce qui est fait, il n'y faut plus penser, mais en vous faisant voir ce que vaut votre plat, qui est du meilleur argent dont nous nous servions dans nos boutiques, vous connaîtrez combien le Juif vous a trompé. L'orfèvre prit la balance, il pesa le plat et après avoir expliqué à Aladin ce que c'était qu'un marc d'argent, combien il valait et ses subdivisions, il lui fit remarquer que suivant le poids du plat, il valait 72 pièces d'or, qu'il lui compta sur le champ en espèces. Voilà, dit-il, la juste valeur de votre plat. Si vous en doutez, vous pouvez vous adresser à celui de nos orfèvres qu'il vous plaira, et s'il vous dit qu'il vaut davantage, je vous promets de vous en payer le double. Nous ne gagnons que la façon de l'argenterie que nous achetons, et c'est ce que les Juifs les plus équitables ne font pas. Aladin remercia bien fort l'orfèvre du bon conseil qu'il venait de lui donner, et dont il tirait déjà un si grand avantage. Dans la suite, il ne s'adressa plus qu'à lui pour vendre les autres plats, aussi bien que le bassin, dont la juste valeur lui fut toujours payée à proportion de son poids. Quoiqu'Aladin et sa mère eussent une source intarissable d'argent en leurs lampes, pour s'en procurer tant qu'ils voudraient, dès qu'il viendrait à leur manquer, ils continuèrent néanmoins de vivre toujours avec la même frugalité qu'auparavant, à la réserve de ce qu'Aladin en mettait à part pour s'entretenir honnêtement et pour se pourvoir des commodités nécessaires dans leur petit ménage. Sa mère de son côté ne prenait la dépense de ses habits que sur ce que lui valait le coton qu'elle filait. Avec une conduite si sobre, il est aisé de juger combien de temps l'argent des 12 plats et du bassin, selon le prix qu'Aladin les avait vendus à l'orfèvre, devait leur avoir duré. Ils vécurent de la sorte pendant quelques années, avec le secours du bon usage qu'Aladin faisait de la lampe de temps en temps. Dans cet intervalle, Aladin, qui ne manquait pas de se trouver avec beaucoup d'assiduité au rendez-vous des personnes de distinction, dans les boutiques des plus gros marchands de draps d'or et d'argent, d'étoffes de soie, de toiles les plus fines et de joaillerie, et qui se mêlait quelquefois dans leur conversation, acheva de se former et prit insensiblement toutes les manières du beau monde. Ce fut particulièrement chez les joailliers qu'il fut détrompé de la pensée qu'il avait que les fruits transparents qu'il avait cueillis dans le jardin où il était allé prendre la lampe n'étaient que du verre coloré et qu'il apprit que c'étaient des pierres de grand prix. À force de voir vendre et acheter de toutes sortes de ces pierreries dans leurs boutiques, il en apprit la connaissance et le prix, et comme il n'en voyait pas de pareilles aux siennes, ni en beauté ni en grosseur, il comprit qu'au lieu de morceaux de verre qu'il avait regardés comme des bagatelles, il possédait un trésor inestimable. Il eut la prudence de n'en parler à personne, pas même à sa mère, et il n'y a pas de doute que son silence ne lui ait valu la haute fortune où nous verrons dans la suite qu'il s'éleva. Un jour, en se promenant dans un quartier de la ville, Aladin entendit publier à haute voix un ordre du sultan de fermer les boutiques et les portes des maisons, et de se renfermer chacun chez soi, jusqu'à ce que la princesse Badroulboudour, fille du sultan, fût passée pour aller au bain et qu'elle en fût revenue. Ce cri public fit naître à Aladin la curiosité de voir la princesse à découvert, mais il ne le pouvait qu'en se mettant dans quelque maison de connaissance, et à travers d'une jalousie, ce qui ne le contentait pas, parce que la princesse, selon la coutume, devait avoir un voile sur le visage en allant au bain. Pour se satisfaire, il s'avisa d'un moyen qui lui réussit, il alla se placer derrière la porte du bain, qui était disposée de manière qu'il ne pouvait manquer de la voir venir en face. Aladin n'attendit pas longtemps, la princesse parut, et il la vit venir au travers d'une fente assez grande pour voir sans être vue. Elle était accompagnée d'une grande foule de ces femmes et d'eunuques qui marchaient sur les côtés et à sa suite. Quand elle fut à 3 ou 4 pas de la porte du bain, elle ôta le voile qui lui couvrait le visage, et qui la gênait beaucoup, et de la sorte elle donna lieu à Aladin de la voir d'autant plus à son aise, qu'elle venait droit à lui.